Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'une activité physique bien ciblée, régulière, peut réduire le risque de mourir d'un cancer de la prostate de plus de 60%? C'est assez incroyable, non? Oui, c'est un chiffre vraiment marquant. Et c'est une des données fortes des sources qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On est en plein Movember, ce mois important pour la sensibilisation autour des grands enjeux de santé pour les hommes, cancer de la prostate bien sûr, mais aussi des testicules, la santé mentale. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un outil dont l'efficacité est de plus en plus prouvée, l'activité physique adaptée, l'APA. Oui, et c'est essentiel, je crois, de dire tout de suite que l'APA, ça va bien au-delà du simple conseil faites du sport, hein. Ah oui, C'est une approche thérapeutique, vraiment. Non médicamenteuse, mais avec une valeur scientifique solide derrière. Elle est même intégrée dans les parcours de soins officiels, comme ceux que recommande la Haute Autorité de Santé ici en France. Donc on parle bien d'une intervention basée sur des preuves. d'accord. Donc, notre mission, si on peut dire, pour les minutes qui viennent, c'est de plonger un peu au cœur d'une synthèse scientifique pour comprendre l'impact concret de cette APA sur la santé masculine. Surtout face au cancer, mais aussi pour le bien-être psychologique. Alors on décortique ça. Allons-y. Notre discussion va s'appuyer sur une synthèse de données scientifiques qui était pensée à la base pour les professionnels de santé. Elle organise les bénéfices de l'APA autour de trois grands axes. Le cancer de la prostate, celui des testicules, et puis la santé mentale des hommes plus largement. Solide. C'est ça. Les chiffres sont quand même assez interpellants, hein. On parle de plus de 3 heures par semaine d'activité physique, d'intensité soutenue. Hmm. Eh bien, ça serait lié à une baisse de 49% de la mortalité, toutes causes confondues chez ces patients. Et, Hmm. comme vous le disiez au début, une réduction de 61% du risque de décéder spécifiquement de ce cancer. Oui, c'est énorme. Et même le risque de récidive diminuerait de moitié par rapport aux hommes moins actifs. C'est dingue. Ces pourcentages sont, oui, très, très significatifs. Et ce qui est important, c'est que d'autres études, mais des méta-analyses aussi, vont dans le même sens. Elles confirment par exemple une réduction du risque de décès par cancer de la prostate autour de 29%, une amélioration de la survie globale qui peut approcher les 50%. Justement, ce qui est vraiment marquant ici, c'est cette convergence, non? Quand plusieurs études pointent dans la même direction. Exactement. C'est cette cohérence à travers des recherches de qualité qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que l'APA, ça devient un vrai levier thérapeutique. C'est plus juste un petit plus, un complément sympa. Non, c'est une composante essentielle de la prise en charge dont l'efficacité est établie. D'accord. Et au-delà de la survie, qui est évidemment cruciale, il y a l'impact sur la qualité de vie, j'imagine. Ah oui, c'est central. Les sources disent que ça l'améliore nettement pendant et après les traitements. Surtout l'entraînement aérobie, apparemment. On parle d'une amélioration sur le physique, le moral, mais aussi le côté social, si on pratique en groupe, par exemple. C'est un point absolument crucial. La qualité de vie, c'est un objectif thérapeutique majeur. Et dans ce contexte, il faut absolument parler de la fatigue liée au cancer. Ah oui, ça revient tout le temps, ça. C'est souvent l'effet secondaire numéro un, celui que les patients rapportent le plus et qui pèse le plus lourd au quotidien. Vraiment invalidant. Et face à cette fatigue si particulière, l'APA, elle a une place énorme. Elle a la place. Les données actuelles sont claires. L'APA est le seul traitement non pharmacologique validé qui a prouvé son efficacité contre cette fatigue spécifique en oncologie. Le seul. Le seul validé, oui. Les études montrent une réduction moyenne de cette fatigue d'environ 30%, que la maladie soit localisée ou métastatique. Et si on affine un peu, on voit des baisses de 20 à 23% pendant les traitements actifs, et ça peut monter à 37 voire 40% une fois les traitements terminés. C'est un impact énorme sur un symptôme qui est réputé très difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des particularités dans la façon dont l'APA agit là-dessus? Oui. Et c'est là qu'il y a une nuance intéressante. C'est sur la relation dose-réponse. Contrairement à la survie, où en gros, plus on en fait, mieux c'est, pour la fatigue, on observe un effet plateau. Un effet plateau, c'est-à-dire? Ça veut dire que les bénéfices sur la fatigue ils n'augmentent plus vraiment de façon significative au-delà d'un certain seuil. 150 minutes par semaine d'activité d'endurance aérobie d'intensité modérée. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique concrètement pour les patients? Pour un patient dont la plainte principale c'est vraiment la fatigue, l'objectif numéro un, ça va être d'atteindre et de maintenir ce seuil de 150 minutes par semaine. Viser beaucoup plus systématiquement, ça n'apportera pas forcément de gains supplémentaires sur la fatigue et ça pourrait même être décourageant ou contre-productif. Ok, donc il faut fixer des objectifs réalistes et ciblés.
Exactement. Et c'est là tout le sens du mot adapté dans APA. On ajuste en fonction des capacités, des ressentis, des objectifs prioritaires. Parlons un peu de l'interaction entre l'APA et les traitements eux-mêmes. Il semble qu'elle puisse aider à atténuer certains effets secondaires qui peuvent être assez lourds. Je pense notamment à l'hormonothérapie anti-androgénique, souvent utilisée dans le cancer de la prostate, Oui, tout à fait. ce traitement qui baisse les hormones masculines pour freiner le cancer. C'est ça. Cette hormonothérapie, elle est efficace contre la maladie, mais elle provoque ce qu'on appelle une castration chimique. Et les conséquences, elles peuvent être sévères, oui. Ouais. Perte de masse musculaire, perte de force, la fameuse sarcopénie, Mhm. diminution de la densité osseuse aussi, ce qui augmente le risque de fracture, Oula, oui. prise de masse grasse qui favorise le syndrome métabolique, donc plus de risque de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et puis il y a les bouffées de chaleur, une fatigue intense, des troubles psychosexuels, bref, un tableau qui peut vraiment dégrader la qualité de vie. Et face à tout ça, comment l'APA peut agir comme une sorte de contre-mesure? Eh bien, elle propose des actions très ciblées. Par exemple, le renforcement musculaire va directement lutter contre la sarcopénie. Il aide à maintenir la masse maigre, la force et donc l'autonomie au quotidien. Logique. Ensuite, les exercices qui mettent l'os en charge, la marche rapide, un peu de course légère, la musculation adaptée, ça stimule le remodelage osseux, donc ça réduit le risque que l'os devienne fragile et casse. D'accord. Et puis, l'entraînement aérobie, l'endurance, ça aide à contrôler le poids, ça améliore la composition corporelle, moins de gras, plus de muscles, et ça lutte contre le syndrome métabolique, ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça protège le cœur et les vaisseaux. Donc on a vraiment une action sur plusieurs fronts pour contrer les effets les plus fréquents et les plus impactants. Puis, pour un cancer de la prostate, s'ils restaient actifs physiquement, ils avaient moins de problèmes au niveau rectal, urinaire ou même de dysfonction érectile. C'est intéressant ça. Oui. Et si on prend un peu de hauteur, on voit un lien qui est fondamental. En améliorant la tolérance globale au traitement, L'APA aide à mieux les supporter en fait. c'est ça. Et donc, ça favorise une meilleure adhésion thérapeutique. Un traitement qu'on supporte mieux, c'est un traitement qu'on suit plus sérieusement, plus longtemps. Et logiquement, une meilleure adhésion, ça donne de meilleurs résultats cliniques. Donc l'APA n'est pas juste à côté des traitements, elle agit en synergie avec eux. Tout à fait, elle est synergique et le professionnel de l'APA, du coup, il devient un partenaire clé dans l'alliance thérapeutique autour du patient, aux côtés de l'oncologue, de l'urologue, du médecin traitant. C'est une vision très intégrée et c'est fondamental. Alors, très concrètement, si on veut mettre en place un programme d'APA qui soit efficace et sûr, quelles sont les recommandations? Il y a plusieurs principes clés. D'abord, la personnalisation. Ça commence toujours par une évaluation initiale pour bien adapter le programme à la personne. Ensuite, la supervision par un professionnel formé, c'est souvent essentiel, surtout au début, pour être sûr que les exercices sont bien faits en toute sécurité. La progressivité, j'imagine. Un autre maître mot, oui, on augmente l'intensité, la durée, mais graduellement. Et enfin, l'adaptation continue. Il faut ajuster le programme en fonction de comment l'état de santé évolue, des traitements en cours, mais aussi des préférences de la personne. Le but, c'est que ça tienne sur le long terme. C'est ça l'activité physique adaptée. Et en termes de type d'activité, de volume, qu'est-ce qui est recommandé? Alors, les lignes directrices, que ce soit au niveau international ou en France, la HS, l'AFSOS, l'INCA, elles convergent toutes vers un objectif minimum. 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée. Ça, c'est quand on est un peu essoufflé, mais on peut encore parler. D'accord. Ou alors 75 minutes par semaine d'intensité élevée, là où parler devient difficile. Mais point important, on voit déjà des bénéfices des 60 minutes par semaine d'activité modérée. Donc même un peu, c'est déjà bien. C'est ça. L'idéal, c'est un programme mixte, de l'endurance, réparti sur 3 à 5 jours, et puis du renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine. On vise souvent 2 ou 3 séries de 8 à 12 répétitions pour les grands groupes musculaires. Et on n'oublie pas les assouplissements et l'équilibre, 2 à 3 fois par semaine, c'est super important pour prévenir les chutes, surtout avec l'âge ou les traitements. Et bien sûr, bouger plus au quotidien, limiter le temps assis. Fondamental. Réduire la sédentarité globale, ça fait partie intégrante des recommandations. Après, évidemment, il y a quelques précautions. S'il y a des métastases osseuses, par exemple, il faut faire attention aux charges et éviter les impacts trop forts. Logique. Il faut aussi être vigilant sur certaines techniques, comme bloquer sa respiration pendant un effort intense, la manœuvre de Valsalva. C'est souvent mieux de l'éviter dans ce contexte. D'où l'importance, encore une fois, d'être bien encadré. D'accord.
Changeons un peu de perspective. Parlons du cancer des testicules. Les sources soulignent une sorte de paradoxe, un taux de guérison très élevé, mais un impact psychosocial qui peut être lourd et durable. C'est tout à fait ça. Ce cancer, il touche des hommes jeunes, souvent entre 15 et 39 ans. C'est une période charnière. On construit son identité, on commence sa carrière, on forme un couple. Et même si la médecine arrive à guérir physiquement environ 90% des cas, ce qui est excellent, Oui, c'est énorme. les cicatrices psychologiques, elles, peuvent rester longtemps. On voit des niveaux d'anxiété plus élevés que dans la population générale, même des années après. La peur de la récidive, ça touche presque un survivant sur trois. Et tout ça, ça pèse sur la qualité de vie, les relations, la santé sexuelle aussi, bien sûr. Les documents parlent d'une attente particulière à l'image corporelle, au sentiment de masculinité. Pourquoi ce cancer a cette charge symbolique si forte? Parce qu'il touche un organe qui est culturellement, intimement lié à l'idée de virilité, de fertilité, de puissance sexuelle. L'ablation d'un testicule, l'orchidectomie, même si c'est pour sauver la vie, c'est souvent vécu psychologiquement comme une atteinte à son intégrité, voire une forme d'émasculation. Ça peut vraiment ébranler le sentiment d'identité masculine. Est-ce qu'on a des chiffres sur ce ressenti? Oui, les chiffres varient un peu selon les études, mais en gros, entre 12 et 30% des hommes disent se sentir moins masculins après les traitements, et environ 15 à 17% ont des préoccupations importantes sur leur image corporelle. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien. Cette perception négative de soi est corrélée à plus de dépression, plus d'anxiété. Hmm. Ça met en lumière un conflit, en fait. L'expérience de la maladie, de la vulnérabilité, ça vient heurter de plein fouet les stéréotypes masculins classiques. L'homme fort, invincible. On comprend bien le poids psychologique. Alors, quel rôle l'APA peut jouer là-dedans? Parce que les preuves directes semblent moins nombreuses que pour la prostate. C'est vrai, il y a moins d'essais cliniques randomisés qui ont évalué spécifiquement l'APH chez les survivants du cancer du testicule. Par contre, il y a une hypothèse qui est logique et forte, qui émerge des données qu'on a. Le problème central, c'est souvent cette détresse psychosociale liée à un sentiment de masculinité diminuée. Oui. Or, dans notre société, la masculinité est encore très associée à la force physique, à la capacité athlétique, et l'APA, surtout le renforcement musculaire, ça permet de l'améliorer objectivement la masse musculaire, la force, les capacités physiques. Donc l'idée, ce serait que reconstruire son physique, ça pourrait aider à reconstruire son image de soi, son sentiment de masculinité div. C'est exactement ça l'hypothèse. En permettant à un homme de développer un physique qui correspond plus à ses propres idéaux de force, de compétence, l'APA peut directement contrer ce sentiment d'émasculation et améliorer une image corporelle négative. C'est une sorte de reconstruction psychologique qui passe par la reconstruction physique. C'est intéressant comme approche. Oui. Et pour les professionnels qui accompagnent ces hommes, ça suggère une communication qui valorise l'APA pas seulement pour la santé en général, mais aussi comme un moyen de reconquérir un sentiment de puissance personnelle, d'agentivité et une identité masculine positive. C'est une approche vraiment globale, holistique. Comment l'APA peut aider concrètement à cette reconstruction, au-delà de la force musculaire pure? Il y a plusieurs mécanismes. D'abord, oui, restaurer l'image corporelle et l'estime de soi. Quand on améliore sa condition physique, sa force, avec des exercices comme les pompes, les squats, le gainage, on se réapproprie son corps. On ressent une force tangible qui combat le sentiment de fragilité lié à la maladie. Mhm. Deuxièmement, l'APA peut briser l'isolement et réduire l'anxiété sociale. Si on pratique en groupe, ça crée un espace de socialisation sécurisant. Pour ceux qui sont anxieux à l'idée d'exposer leur corps, ça peut même être une forme de thérapie d'exposition douce, progressive. Et troisièmement, Ça redonne un sentiment de contrôle. Le cancer, c'est souvent vécu comme une perte de contrôle radicale sur sa vie. S'engager dans un programme d'APA, c'est reprendre un rôle actif, se fixer des objectifs, les atteindre. Ça génère un sentiment de maîtrise, d'empowerment, comme on dit, qui est psychologiquement très très bénéfique. bien compris. Élargissons maintenant le champ à la santé mentale masculine en général. L'efficacité de l'activité physique dans ce domaine, ça semble de mieux en mieux reconnu, non? Ah oui, là, les preuves scientifiques sont devenues très solides. L'activité physique est considérée aujourd'hui comme un traitement efficace pour la dépression et l'anxiété. L'ampleur de l'effet est comparable à celle des psychothérapies ou des médicaments antidépresseurs, en tout cas pour les formes légères à modérées. Une méta-analyse australienne récente suggérait même qu'elle pourrait être plus efficace que les traitements habituels pour réduire les symptômes dépressifs ou anxieux. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les types d'exercices semblent marcher. Marche, course, vélo, muscu, yoga.
Et même en faire un peu, c'est toujours mieux que rien. Mental. On sait que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes pour ça. Oui, c'est connu. Pour des raisons culturelles liées aux stéréotypes de masculinité, valorisation de la force, du stoïcisme, difficulté à exprimer sa vulnérabilité. Du coup, ces troubles sont très probablement sous-diagnostiqués chez les hommes. Et comment MARPA peut être une réponse pertinente dans ce contexte particulier? Eh bien, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que l'APA pourrait être une porte d'entrée vers le soin qui soit culturellement plus acceptable pour beaucoup d'hommes. Les mêmes normes sociales qui freinent la demande d'être psy valorisent souvent la force physique, la discipline, l'action, la performance. Ah, je vois. Du coup, on peut marketer, si vous voulez, un programme d'APA avec un vocabulaire centré sur l'entraînement, l'amélioration des capacités, développer sa résilience physique et mentale, plutôt que sur le traitement d'une maladie mentale, un langage qui peut faire peur ou être vécu comme stigmatisant. Utiliser un cadre, un langage plus aligné avec certains codes masculins pour faciliter l'accès aux bienfaits psychologiques. Exactement. Un homme peut comme ça bénéficier des effets antidépresseurs, anxiolytiques de l'exercice, sans avoir l'impression de devoir avouer une faiblesse ou de transgresser une norme. Et en plus, la relation de confiance qui peut se créer avec un pro de l'APA dans un contexte sportif, ça peut aussi être une passerelle. Si le besoin se fait sentir, ça peut aider à aller vers d'autres formes d'aide psy ou médicale. Ça ouvre des perspectives importantes pour les structures de sport santé. C'est fascinant comme idée. Pour qu'on comprenne un peu mieux, quels sont les mécanismes concrets? Comment l'activité physique agit sur notre cerveau, notre morale? Alors, ils sont multiples. Ça agit vraiment à plusieurs niveaux, biologique, psychologique et social. Sur le plan biologique, l'exercice stimule la production de facteurs neurotrophiques, comme le BDNF. C'est une sorte d'engrais pour le cerveau. D'accord. Ça favorise la croissance de nouveaux neurones, la plasticité cérébrale, surtout dans les zones qui régulent l'humeur, comme l'hippocampe. Ça aide aussi à réguler notre système de réponse au stress, l'axe HPA, en diminuant sa réactivité et les niveaux de cortisol. On parle aussi beaucoup d'inflammation? Oui, en effet, l'inflammation chronique de bas grade, on la lie de plus en plus à la dépression. Et l'exercice régulier, ça a un puissant effet anti-inflammatoire dans tout le corps, et puis ça influence les neurotransmetteurs clés, sérotonine, dopamine, et même les endocannabinoïdes, des molécules un peu comme le cannabis, mais qu'on produit naturellement. D'accord, pour le côté bio. Et au niveau psychologique? Le fait d'atteindre des objectifs en faisant de l'exercice, ça donne un sentiment de maîtrise, ça renforce l'auto-efficacité, ça combat directement le sentiment d'impuissance qu'on trouve souvent dans la dépression. Se sentir physiquement plus fort, plus capable, ça améliore l'estime de soi, l'image corporelle, et on a vu que ça pouvait être important pour l'identité masculine. Et puis, tout simplement, l'exercice, c'est une super distraction. Ça permet de couper court aux ruminations négatives. Sans oublier le côté social si on pratique à plusieurs. Fondamental. Pratiquer en groupe, ça combat l'isolement, ça apporte un soutien social précieux, c'est un des meilleurs protecteurs contre les troubles mentaux et ça renforce le sentiment d'appartenance. Donc oui, l'APA agit vraiment via une approche qu'on peut dire biopsychosociale, c'est très complet. Bon, si on devait synthétiser le cœur de notre échange, le message fort qui ressort, c'est que l'activité physique adaptée, c'est bien plus qu'une simple recommandation de bouger un peu. C'est une vraie intervention thérapeutique. Tout à fait. Validée avec des bénéfices multiples, profonds pour la santé des hommes. Que ce soit pour mieux vivre avec un cancer de la prostate, ou après pour aider à se reconstruire après un cancer des testicules, ou comme un levier puissant pour la santé mentale en général. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement pour l'avenir? Ça implique qu'il y a un potentiel énorme à mieux intégrer l'APA dans les parcours de santé des hommes. Les sources qu'on a utilisées suggèrent d'ailleurs des pistes fines. Développer des programmes d'APA vraiment pensés pour les besoins, les préférences des hommes touchés par ces maladies. Adapter la communication aussi pour qu'elle soit plus engageante, moins stigmatisante. Renforcer les liens entre les pros de l'APA et les équipes médicales, oncologues, urologues, médecins traitants, psy. Créer des ponts? Voilà, et continuer le plaidoyer pour que l'APA soit mieux reconnue par les institutions et pourquoi pas mieux remboursée. L'enjeu, c'est vraiment d'en faire une partie standard, accessible de la prise en charge globale. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour finir. Puisque l'activité physique est si liée au bien-être mental et que ça peut être une porte d'entrée vers le soin plus facile pour les hommes, comment on pourrait imaginer que les lieux où on pratique l'activité physique, les salles de sport, les clubs, les centres d'APA,
deviennent des ressources de première ligne pour la promotion de la santé mentale. Aller au-delà de la simple forme physique, quoi.